Eh bien, un jour, il y a un monsieur qui s'appelle Colbert, qui a fait un rapport. Il l'a présenté au roi. Et le roi a dit, maintenant, c'est fini. J'interdis. Voilà. Il interdit les problèmes. J'interdis. À partir du moment où le droit a dit j'interdis, c'est fini. On ne peut plus. Donc il n'y a plus de chasse aux sorcières, ça s'arrête immédiatement. Non, ça s'arrête immédiatement. Et ça s'arrête immédiatement dans le royaume de France, où le roi est absolu. Mais dans les pays alentours, par exemple la Suisse a continué longtemps. La Suisse est un pays très démocratique, dans lequel il n'y a pas d'autorité supérieure par définition. Mais il y a qui pour arrêter? Il n'y a pas le pape et il n'y a pas de roi. Eh bien ils ont brûlé 200 ans après nous, 100 ans après nous. Parce que c'est l'autorité supérieure qui a mis une fin. Alors, je ne la défends pas, l'autorité supérieure, je montre là où elle fonctionne, où elle est utile et pourquoi les gens sont tellement... pourquoi ils aiment le roi, même quand le roi les pressure, les taxes, etc. C'est parce que dans des cas comme ça, le roi est indispensable et là où il n'y a pas d'autorité royale, ça ne peut pas s'arrêter. C'est le roi qui nommait ses juges, là, au fait? Non, c'est plus compliqué que ça. Le roi avait vendu des charges à des juges qui après, c'était héréditaire. Alors, il tenait quand même leur autorité du roi. Si le roi ne voulait plus qu'il soit juge, il n'était plus juge. Mais pourquoi est-ce que le roi va aller retirer leurs charges à des gens qui rendent la justice en son nom, si tu veux? Mais dans les cas où il y a eu des abus avérés, moi j'avais relevé le cas notamment à Pau, dans la ville de Pau ou dans le Béarn, enfin de toute façon dans cette partie-là de la France, il y a eu des plaintes sur des abus commis par des juges et par des greffiers, enfin des gens qui se graissaient la patte et qui vraiment... Il y a eu des plaintes de déposées au roi, il y a eu des sanctions graves. Et il y a eu les gens ont été remboursés, etc. Il y a eu des sanctions. Mais je veux dire, comment tu fais venir des plaintes du fin fond du Béarn jusqu'au roi à Versailles? Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'il y a de plus simple, c'est parce qu'il y a de plus rapide. Je te dis, la France est un grand pays. Apporter la protection du roi sur les abus de justice, c'est plus un vœu pieux qu'une réalité. Et pourtant, la chasse aux sorcières s'est arrêtée comme ça en France, en 1672. En 1672, après avoir vraiment ravagé. Alors ça se chiffre en milliers, mais pas en centaines de milliers. Pas en centaines de milliers. Et puis à l'échelle du... Je pense, d'après ce que disait... Alors est-ce que c'est Norman Cohn ou est-ce que c'est Robert Mandrou, je ne me souviens pas. Il dit le chiffre, la fourchette la plus large pour l'Europe, c'est 50 000. 50 000? Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Ah ouais. Bah, c'est ce qui est étonnant, c'est cette hystérie collective. C'est-à-dire que tout ça ne tiendrait... Est-ce que, parce que là, il y a beaucoup de gens qui me demandent, est-ce que justement, il n'y a pas de la magie véritablement derrière? Est-ce que ces gens-là n'avaient-ils pas, je sais pas, un pouvoir quelconque? Les villages? Les sorcières qui étaient accusées, quoi, les gens qui étaient accusés. Ah bah écoute, je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, les malheureuses, elles sont mortes. Hein. Les malheureuses sont mortes. Non, puis attends, c'était essentiellement des innocents qu'on a. Et dans les procès, elles se défendent, elles disent quoi? Mais bien sûr qu'elles se défendent, mais une fois qu'elles ont avoué sous la torture, qu'est-ce que tu veux? Non, mais c'était de la folie. C'est pas nous, on n'a rien fait. Si, il y en avait qui disaient parfaitement, oui, il y en avait qui étaient assez dingues pour... C'est pour ça qu'il y avait des médecins qui ne voyaient pas qu'elle est folle. Si, il y avait des femmes qui revendiquaient, il y avait des femmes qui le revendiquaient. Et donc celui qui était un peu désarmé, qui avait des... Je sais pas, qui était... qui avait peut-être des problèmes d'expression, qui pouvait pas... passer à la moulinette un peu dans un système comme ça. Et puis moi j'ai... Un des détails les plus affreux que j'ai lus, c'est que il y a des juges, alors évidemment des petits juges pervers. Moi je dis pas que tous les juges étaient pervers, mais il y en a forcément, je veux dire, il y a des pervers partout, donc il y en avait forcément là-dedans. Ils ont réussi à faire condamner une femme en faisant jeûner ses enfants, en leur disant « Allez, vous dites que c'est maman et puis on vous donne à manger ». Et les pauvres mômes complètement affamés, ils ont dit « Ouais, ils ont accusé leur mère comme ça ». C'est infernal, quoi. C'est infernal. C'est infernal. C'est immonde. C'est vraiment immonde. Tout ça, tu as trouvé ça dans les procès oui, c'est pas moi qui les ai cherchés. Moi, j'ai fait une compilation, c'est Norman Cohn, c'est Robert Mandrou, entre autres, il y en a d'autres. Il y a vraiment plusieurs historiens, mais c'est vraiment les deux livres que je donne en référence, que j'ai lus attentivement avec mon crayon, en notant tout, vraiment, puis en remontant à certaines sources, quoi. Parce que là, en plus, alors, je sais pas la question, on me dit, tu penses quoi du récentisme? Alors, parce que... Je pense que c'est de la carabistouille. C'est comme le reste, quand des historiens, c'est-à-dire des gens qui font de l'histoire, me diront que dans les archives du Moyen-Âge, il s'avère effectivement que tout ça c'est pas vrai, bon, on les écoutera.
Mais tant que ce sont des gens qui font des calculs astronomiques et qui disent on n'a pas de preuve que je ne pense que du mal de ces bêtises-là. Voilà. Mais seulement, le problème, c'est que je ne peux pas répondre précisément sur un sujet comme ça. Et si je le pouvais, je l'aurais déjà fait depuis un moment, parce que ça fait un an au moins que j'ai entendu parler. Si je le pouvais, j'aurais amené des pièces. Mais ma spécialité n'est pas cette période-là. Et le récentisme me remet en cause le Moyen-Âge, et le Moyen-Âge n'est pas ma période d'études. Ma période d'études, c'est précisément après le Moyen-Âge. Donc si j'étais médiéviste, ça fait un moment que j'aurais apporté des pièces pour montrer que tout ça c'est de la dinguerie, quoi. Laissons faire les professionnels. Moi j'aime bien que les professionnels fassent leur métier. Et l'histoire, c'est des techniques, c'est un métier. Oui, d'ailleurs, toi, tu penses qu'il y a trop d'historiens, on va dire, non professionnels qui... Non, moi je pense pas. On n'est pas obligé d'être professionnel pour être historien. Pour être historien, il faut faire de l'histoire en appliquant les méthodes de la recherche historique. C'est-à-dire remonter à la source, comparer les sources, voilà. D'abord lire sur un sujet ce que les prédécesseurs ont déjà écrit, c'est la moindre des choses, et ensuite à partir de sources de plus en plus premières, hein, parce que ouais, comme un entonnoir, voilà. Communiquer ce qu'on a trouvé. Voilà, c'est ça le travail de l'historien. Alors, je ne dis pas qu'il y a trop d'historiens ou qu'il y a trop d'historiens professionnels, amateurs. Un historien amateur peut être excellent, hein. Il y a trop de gens qui prétendent faire de l'histoire sans jamais en avoir fait. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Les gens qui n'ont jamais fait d'histoire et qui te disent il s'est passé ça et ça et ça à tel moment, si on lui dit quelle est ta source, bah je déduis que non, l'histoire c'est pas de la déduction ex nihilo, c'est pas des constructions intellectuelles. L'histoire c'est fouiller, chercher et puis montrer ce qu'on trouve. Moi j'ai en général confiance dans les historiens. Bah d'ailleurs, j'ai appris le métier avec des historiens. Et ça ne veut pas dire que j'ai de l'estime pour tous. Il y en a certains que je ne peux pas voir, mais qui m'ont quand même appris quelque chose. Mais si par exemple un mec comme Michelet, qui est, allez, on va dire un grand imposteur, ouais. Est-ce qu'il n'y en a pas eu avant d'autres? Mais Michelet n'a jamais été historien, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Tu sais ce qu'il a fait, Michelet? Michelet, il a raconté que ces malheureuses femmes serves, tu sais, qui vouaient un culte. Qu'est-ce que c'était que le diable pour Michelet? Le diable, ce fameux diable, c'était simplement le grand cerf révolté, celui qui allait montrer la voie de la révolte aux autres et tout. Tout ça, c'était sorti de son imagination délirante. Il a inventé le droit de cuissage. C'est-à-dire que Michelet raconte qu'on sait, on a des preuves, on a trouvé que même les seigneurs ecclésiastiques le faisaient le soir des noces, le marié était obligé de mener les prémices de la mariée. C'est n'importe quoi. Mais attends, non seulement c'est complètement crétin, non seulement c'est faux, mais c'est complètement crétin. Tu imagines qu'une fille qui va se marier, sachant qu'elle va se faire violer par le Seigneur, elle va pas coucher avec son promis avant. Non mais attends, faut raisonner 5 minutes. Faut raisonner 5 minutes. Tu vas te marier avec un gars avec qui, de toute façon, le mariage il n'est pas forcé. Hein. Dans la France, dans l'Occident chrétien, il n'y a pas de mariage forcé. Il y a des mariages éventuellement arrangés, mais pas de mariage forcé. Mais arrangé forcé, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Bon. Donc la fille, elle peut dire non. Donc si elle dit oui, elle est d'accord pour épouser ce gars-là, et elle va se garder vierge pour se faire violer par le Seigneur. Mais non, mais ça tient pas debout 5 minutes. Ça tient pas debout 5 minutes. Et il y a des chercheurs qui ont cherché dans les textes et tout, où Michelet avait pu trouver ça, il a trouvé ça dans sa Sept malades. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. C'est-à-dire qu'il y a tout un Moyen-Âge abominable, atroce, affreux. Bah tiens, autre chose. Michelet, il raconte que la sorcière, c'est une femme serve. Eh ben, dans les années 1300, il n'y a déjà plus de servage. Oui, ça a été interdit depuis Louis IX, quelque chose comme ça. Bon, il y a déjà plus. Alors, il invente des faits, il invente des dates, et tous les procès de sorcières qu'il a racontés, et qui place au XIVe siècle, c'est dans des vrais procès de sorcières du XVIIe qu'il a Non. Mais non, mais pourquoi se gêner? Mais Michelet n'a jamais été historien. Il était agrégé de lettres. Mais là, c'est de l'imposture de faire Mais bien sûr que c'est de l'imposture. Mais je sais que c'est de l'imposture, c'est ce que je te dis. Michelet est un imposteur. Alors un imposteur génial qui sait, alors il est lyrique, oh ben ça c'est grand Michelet, il aime la France, il aime la patrie, il aime les femmes de France et de sa patrie. Mais bon, c'est un menteur, c'est un hystérique anticatholique. Il ne faut pas négliger la part d'hystérie anticatholique de tous ces auteurs au lendemain de la Révolution. La Révolution, elle a dit, bon maintenant le catholicisme c'est fini, c'est terminé, c'est l'âge de la raison, gna 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 gna, on se débarrasse. Puis après il faut réécrire l'histoire.
Mais on ne la fait pas écrire par des historiens. Les historiens, ils savent très bien que tout ça, c'est pas vrai. Et là, d'ailleurs, on me demande, est-ce que toi, tu penses que des gens comme Robert Faurisson ou Vincent Renoir sont considérés comme faisant de l'histoire sérieuse? Je pense que... Alors, je n'ai lu ni l'un ni l'autre. Voilà. Mais j'ai lu certaines vidéos, ça me semble appliquer les méthodes historiques. C'est-à-dire de remonter aux sources, de comparer et tout. Voilà. Mais... Oui, ça me semble relever de l'histoire. Ça me semble relever de la... Mais c'est pas forcément des... Comment dirais-je? Je dis de Michelet, il n'a jamais étudié l'histoire. Hein, il était agrégé de lettres, il n'a jamais étudié l'histoire. Mais il a quand même étudié des sources. Mais il n'a pas appris il n'a pas eu de formation historique. Mais il aurait pu faire de l'histoire. Ouais. Mais il n'en a pas fait. Il a fait de l'invention, il a fait du roman national. C'est dingue, c'est lui qui est pris en exemple. Mais absolument. C'est le modèle... Écoute, j'ai raconté un jour dans une conférence, mais je vais le re-raconter pour t'expliquer comment les historiens, tu vois, considèrent Michelet. Bon. Quand j'ai eu ma licence en 1 an au lieu de 3. Bon, ben, ça a l'air de rien, mais j'étais très fier de moi parce que j'ai réussi à faire 3 ans en une seule. Mais j'avais des lacunes, pour le coup. J'ai mis les bouchées double et triple. Mais il y a des trucs qui m'avaient échappé. Et un jour, j'étais en train d'étudier un dossier judiciaire du XVIIIe siècle, et puis je me rends compte que Michelet dit pas la même chose que ce que je vois. C'est-à-dire que je vais aux archives, je prends un truc, je vois Michelet, et Michelet dit pas la même chose que ce que je vois là. Et bêtement, je comprends pas. Bêtement, je me dis, bah alors pourquoi est-ce que... Tu vois? Bon, maintenant, je dis, bon, ben, il a bidouillé, c'est un menteur et un tricheur. Mais j'arrive, je dis, bon, qu'est-ce que je fais? J'étais aux archives, je téléphone à... Non, j'étais chez moi, c'est-à-dire que j'avais rapporté ça à la maison, puis décidément, c'était vraiment pas comparable les deux. Donc je téléphone aux archives et je demande à parler à quelqu'un. Alors je tombe sur une archiviste, le chef de service, à qui je demande de m'expliquer la raison pour laquelle, etc. Elle m'a claqué le téléphone au nez. Je dis, c'est quand même bizarre. Et j'ai fait ma petite enquête, mais attends, j'avais dérangé un archiviste, mais j'étais trop bête pour savoir que Michelet c'était de la merde. Je l'avais dérangé pour ça. Attends, tu vois, et j'aurais fait les 2 ans précédents, j'aurais eu sans doute le loisir de m'en rendre compte avant. J'en ai fait l'expérience un petit peu cuisante. En fait, tu découvres qu'en fait, toute personne le considère. Tout le monde le sait. Tous les historiens sérieux disent, mais non, mais il n'y a pas un historien sérieux qui va prendre au sérieux ce que raconte ce type, quoi. C'est n'importe quoi. Mais il n'était pas historien, c'est pas un historien menteur, c'est un non-historien qui signe des bouquins prétendument d'histoire. Alors que c'est du fantasme. Mais comment se fait-ce qu'il est devenu référence? Comment c'est normal? Parce qu'il y avait une politique. Bien sûr que c'est politique. Bien sûr que c'est politique. Il faut que tout le monde comprenne que l'Église catholique a tous les vices et que depuis qu'on l'a mise à bas et qu'on l'a remplacée par... maintenant tout va mieux. C'est mensonge et compagnie. C'est mensonge et compagnie. Lamotte Langon, il n'a jamais été historien. Il a été considéré comme historien parce qu'il a donné des références archivistiques, etc. Donc on dit, c'est du beau travail d'historien. Mais il a fallu qu'un vrai historien comme Norman Cohn remonte à sa source. On dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Mais c'est pas lui qui a fait ça, c'est pas vrai, mais c'est pas possible. Il s'est rendu compte qu'il avait pris des procès qui avaient eu lieu 100 ans avant, des trucs qui avaient eu lieu après, il les a mélangés. Mais il dit, mais c'est de l'escroquerie. Lamotte Langon n'était pas historien. C'est pas les historiens qui mentent. C'est ceux qui se font passer pour des historiens qui n'en sont pas. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des historiens menteurs, hein. Moi j'en connais. Qui soutiennent, parce que là, par exemple, on me dit, et pourtant mon prof de fac d'histoire contemporaine vénère Michelet. Parce que je sais pourquoi. Parce que Michelet aimait la France. Il est l'écrivain de l'amour de la patrie. Voilà. Donc, il a fait des grandes envolées lyriques pour défendre le peuple de France. Voilà. C'est pour ça que les gens l'aiment. Parce qu'il a donné une histoire un peu mythifiée, pour ne pas dire mystifiée. T'as raison. C'est quand même incroyable, parce qu'il a jeté les bases comme ça de l'histoire de France, parce que sur cette affaire de sorcière, je veux dire, tout le monde a cette image-là dans la tête. Tout le monde recopie sur lui. Si on creuse pas, moi, quand j'ai découvert un peu que toi tu avais abordé ce sujet-là,
j'ai envie de dire, c'est tous les préjugés qui disent. Alors ça, c'est tous les préjugés qui dégringolent. Mais tu sais, il n'y a pas eu qu'en France, il y a eu en Angleterre. Il y a eu une mystification absolument invraisemblable en Angleterre avec la Margaret Murray. Alors encore un coup, t'as Margaret Murray, alors elle c'est 1920, tu vois, on avance dans le siècle, on change de siècle, on se rapproche de nous. Et Margaret Murray, elle sort un truc, elle a trouvé le pourquoi de la chasse aux sorcières. Elle a trouvé le pourquoi. Et elle te sort toute une théorie. Alors pareil, elle te sort des archives, tu vois, elle te donne des sources. Mais tous ces gens-là, Michelet aussi, il avait des sources. Il les bidouillait, mais il en avait. Tu vois, ils n'inventent pas complètement, ils arrangent. Tu vois, c'est pas tout à fait pareil. Bon. Et Margaret Murray, elle a trouvé le vrai, le pourquoi, le comment de la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières, c'est la découverte par les autorités ecclésiastiques, il faut toujours que ce soit les curés, ça, ils ont bon dos, on peut y aller, la découverte par les notables et par les autorités ecclésiastiques qu'une religion remontant au fond des âges, une religion païenne, ancienne, etc., qui faisait des cérémonies, tout ça a été considéré comme de la magie, etc., et qu'on a poursuivi ces malheureuses femmes qui étaient, alors, pareil, tu vois, des cérémonies un culte à la fertilité, au renouvellement des saisons, pour avoir de la pluie, pour avoir des belles récoltes, etc. Elle a tout inventé, Alors il dit, mais bien sûr qu'il y avait des messes, noires. C'était pas noir, mais il y avait effectivement des cérémonies et tout. Alors que Norman Cohn est formel, il dit, on n'a jamais trouvé trace d'authentiques cérémonies et trucs, tu vois. Donc il y en a un qui dit, mais non, ça a été fantasmé, la chasse aux sorcières a été le fruit d'une folie collective, tu vois, qui s'est emparée de l'Europe à une période bien déterminée, et tu en as d'autres qui arrivent en disant, mais oui, mais attendez, alors c'est la naissance du féminisme, cherche pas. Margaret Murray, c'est la sorcière, c'est la femme qui veut s'exprimer, la femme qui veut s'émanciper de l'homme, de l'oppression, ça a donné lieu à des délires. Moi, quand j'avais 20 ans, il y avait le mouvement de libération des sorcières et on était tous des vraies sorcières et tout. Mais c'est n'importe quoi, Elle a tout inventé, Margaret Murray. Elle a tout inventé. Et elle avait la rubrique sorcellerie de l'Encyclopædia Britannica. Mais elle savait qu'il y a des gens derrière quand même. Parce que quelqu'un qui invente tout et qui est promu comme ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ont décidé d'aller la chercher pour lui dire tu vas nous faire ça. Et elle n'était pas historienne. Encore. Non. On va débunker les faux historiens, je crois. Donc là, c'est l'heure de la première pause. Ouais. Je crois qu'il est prêt, Steph, à la régie. Non, oui, je ne sais pas. Ah voilà, oui, il est prêt. Donc on fait la petite pause et puis on vient juste après. Santé. Et voilà, santé à vous, derrière l'écran. À tout de suite. Voilà, ça y est, c'est reparti. On est à la reprise. Effectivement, oui. Fait notre petite, comment dire, on a mis les gens bien à droite et les ennemis et les affreux à gauche. Voilà. Je suis pas dans les gens si, je crois bien. Si, je suis même pas vrai. Je sais plus. Ah mais ça c'est une petite version, tu sais, dans l'autre version. Je suis même pas là. Ouais mais t'es dans l'autre version. T'es dans la deuxième version. Dans celle qui arrive. Non mais c'est moi en plus. Alors on me demande, je regardais un peu, c'est vrai que les gens se posent la question, et nous aussi, c'est de savoir, est-ce qu'il y avait vraiment des véritables sorcières, quoi, en fait, des vraies sorcières? Parce que dans tout ça, dans tous ces procès, alors il y a cette hystérie collective dans toute l'Europe, mais il doit bien y avoir des faits quand même, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu un peu. Alors je vais te dire comment... Sans faire de jeu de mots pour les bûcher, mais moi je pense... Moi je pense effectivement qu'il y a eu des véritables faits de sorcellerie. Je le crois, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il s'est passé quelque chose de très étrange, c'est que Louis XIV a interdit les procès en sorcellerie, c'était en 1672. Hein. Et en 1682, 10 ans après, éclate une affaire abominable qui s'appelle l'affaire des poisons, qui lui a été signalée par son lieutenant général de police, qui s'appelait Nicolas de la Reynie. Et Nicolas de la Reynie a fait savoir au roi qu'il y avait des plaintes qui circulaient dans Paris, qu'il y avait des enfants enlevés. Et les gens se plaignaient que leurs enfants disparaissaient, ils disaient c'est des gens d'importance qui enlèvent nos enfants pour faire des horreurs et tout. Le général de police dit bon, ça suffit, il a pris des mesures autoritaires en disant arrêtez de faire circuler des faux bruits. À l'époque, pour dire des ragots, on disait des faux bruits. Si vraiment des enfants disparaissent, il n'y a qu'à porter plainte au juge. Enfin, je veux dire, il y a des tribunaux, il y a des commissaires, on va au commissariat. Et la rumeur était persistante. Et la Reynie disait, bon, bah, s'il y a des enfants qui ont véritablement disparu, bon, bah, on va les rechercher, et puis on va
on va punir les gens qui font circuler comme ça des bruits qui affolent le peuple. On disait que le faux bruit était susceptible d'affoler le peuple, et tout ce qui affole le peuple est considéré comme devant être arrêté, quoi. C'est absolument inutile de créer des paniques comme ça. Bon. Et dans le même temps que l'araignée, alors c'est pas dans le même temps, c'est à différentes reprises, je crois qu'il y a eu une fois en 1663, je crois, et ensuite, quelques années plus tard, de nouveau des plaintes. Et comment est-ce que ces plaintes circulaient? Elles circulaient par les curés. C'est-à-dire que des gens allaient se plaindre au curé, qui faisait des annonces en chair. Le curé, c'était la radio locale, hein. C'était la radio du quartier, c'était le dimanche à la messe, c'était le curé. Alors le curé avait son petit message de la part de la dame machin chouette qui dit qu'elle a perdu son petit ou elle a perdu sa petite. Bon. Donc le lieutenant général de police a enregistré ça, il a pris des mesures pour empêcher, enfin des mesures, il a fait à savoir, comme on disait, que les fauteurs de faux bruits seront punis et que gna 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 gna. Bon. Et puis c'est à ce moment-là qu'éclate l'affaire des poisons. L'affaire des poisons, c'est une affaire qui révèle que des gens très très bien placés, des altesses, des duchesses, des comtesses, se fournissent dans les bas-fonds, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre les gens de la cour et les bas-fonds, pour obtenir un héritage, un veuvage, tu vois, des gens qui arrangent leurs petites affaires en faisant empoisonner alors des poisons évidemment impossibles à détecter, bon. Et c'est une affaire qui fait véritablement scandale, quoi. Que des gens bien arrangent leurs affaires privées par la mort, enfin je veux dire, c'est le crime, c'est vraiment l'horreur, quoi. C'est grave, c'est grave. Ah bah oui, j'avais un vieux mari, bah oui, je l'ai envoyé à Patresse, mais non, pas du tout, non, j'ai rien fait, pensez-vous. Et le poison, c'était des poisons indétectables, c'était des poisons par contact, c'était des poisons qu'on mettait dans la boisson, enfin c'est vraiment... Et le début de l'affaire des poisons a mené à faire arrêter une certaine Marie-Madeleine, je ne peux pas les confondre, ça fait un moment que je ne me suis pas intéressée à l'affaire des poisons, je crois que non, c'était pas Voisin, Marie-Madeleine de Brinvilliers. Marie-Madeleine de Brinvilliers, qui était la fille du lieutenant de police de Paris. C'était pas le lieutenant général de police, c'était le lieutenant du Châtelet. Comment on appelait ça, un magistrat de police, un magistrat au tribunal l'équivalent du tribunal de police, voilà. Et cette Marie-Madeleine avait perdu son père, et puis ses deux frères, c'est quand même pas de chance. Et en fait, elle les avait empoisonnés. Et c'est quand elle s'apprêtait, je crois, à empoisonner ses belles-sœurs, que ça commençait à lui chauffer. Elle s'est enfuie, elle est partie en Angleterre, elle est partie en Hollande, elle est partie je ne sais plus où. Et alors elle est partie de façon tout à fait... incompréhensible. Pourquoi est-elle partie en Angleterre? Comment a-t-elle su qu'on allait l'arrêter? Enfin, c'est quand même un petit peu bizarre, tu vois. Et en fait, bon, il s'est avéré qu'elle était très bien dans les milieux judiciaires, et les gens qui allaient l'arrêter lui ont fait à savoir, comme on disait à l'époque, qu'elle allait être arrêtée, donc elle a réussi à s'enfuir. Le lieutenant général de police a été plus fin, quoi. Il a réussi à la faire revenir. Et on avait trouvé dans les affaires de Marie-Madeleine de Brinvilliers, au moment de son arrestation, un document qui s'appelait Ma confession. Ma confession. Et dans cette confession, elle disait tout. Et elle disait notamment de quelle nature étaient les rapports qu'elle entretenait avec son papa chéri. Bon, en gros... Incestueux. Bah, voilà. C'est pas pour rien qu'elle l'avait envoyé à Patresse. D'accord. Hein, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait empoisonné son suborneur, qui s'appelait papa, en l'occurrence. Et vraisemblablement, ses deux frères pour les mêmes raisons. Ce sont plutôt des conjectures que des certitudes, mais il y a quand même beaucoup d'indices qui vont dans ce sens-là, de toute évidence. Marie-Madeleine de Brinvilliers a été la victime d'un papa. Elle avait perdu sa maman assez jeune, et elle a servi à son père et à ses deux frères. D'ailleurs, Michelet, dans son Histoire de France, le dit, alors à sa manière, en disant qu'elle avait fait... elle avait déjà très jeune, elle s'était adonnée au vice. Alors c'est extraordinaire, quoi. S'était adonnée au vice sur ses deux frères quand elle avait 7 ans. Faut pas charrier quand même, ça c'est la saloperie de Michelet, c'est fou. Bon, vraisemblablement, elle avait été abusée, et puis elle en avait conservé une haine sourde qu'elle a purgée. Elle avait 33 ans ou 35 ans, je crois. C'est une très très jolie femme, elle avait des amants magnifiques. Enfin, magnifique dans le sens, tu vois, une grande amoureuse en même temps, mais une fille du diable, quoi. Elle a tué son père, son frère, son autre frère, elle s'apprêtait à tuer ses belles-sœurs. C'était une grande criminelle, mais c'était aussi une femme, comment dirais-je, c'était un destin tout à fait
exceptionnelle, quoi. Elle avait été victime et elle avait rongé sa rancœur pendant des années. Elle avait finalement été passée à l'acte de façon totalement radicale et elle a été emmenée au bûcher. Alors bon, elle a été emmenée au bûcher, elle n'a pas été brûlée vive. Hein, elle a été rattrapée, c'est-à-dire qu'elle s'est enfuie à l'étranger. Elle a été rattrapée. Le lieutenant de police, elle a dû se rapprocher à un moment donné, je crois qu'elle était passée dans les Pays-Bas, je crois. Il y avait des mandats internationaux, c'est-à-dire qu'on pouvait... Bon, elle est montée sur le bûcher. Et quand, à partir de son... Alors c'est rigolo parce que les historiens, je ne me souviens plus lesquels, mais je crois que c'était François Ravesson, qui était l'archiviste de la Bastille pendant le 19e siècle. Alors, les archives de la Bastille, il faut aller voir ça. Il y a les originaux manuscrits, puis il y a ce qui a été publié, c'est absolument passionnant, les archives de la Bastille. Et François Ravesson, l'archiviste de la Bastille, dit de la fameuse confession qu'on a trouvée sur Marie-Madeleine de Brinvilliers, les factums, les publications de l'époque ont été tellement dites et redites que nous n'avons pas jugé bon de communiquer le texte de la confession. Alors du coup, il ne l'aimait pas dans les archives de la Bastille, c'est sympa. Hein. Et bien imagine-toi que pendant le procès de Marie-Madeleine de Brinvilliers, il y a des gens qui ont dit « lisez la confession ». Et des juges ont dit non, on ne va pas la lire parce que ça serait trahir le secret de la confession, comme si les juges étaient des curés. C'est d'une hypocrisie insigne, ça veut dire qu'en fait, ils devaient bien savoir ce qu'il en avait. On sent derrière le procès de Marie-Madeleine de Brinvilliers, on sent qu'il y a des trucs pas propres au niveau du tribunal, au niveau de ces... On commence à sentir qu'il y a vraiment des... Il y a des trucs qui sont louches, qui sont... Par exemple, comment elle s'est enfuie. Autre chose qui m'a semblé, moi, extrêmement étrange dans le procès de Marie-Madeleine de Brinvilliers, c'est que ces fricassés à l'arsenic, là, ces cochonneries qu'elle a fait manger à son père, elle les a testés sur des pauvres de l'hôpital. Alors, c'est abominable, mais comment elle est rentrée à l'hôpital? Si l'hôpital, c'était pas un truc où tout le monde pouvait rentrer comme ça, tiens... C'était tenu par les magistrats. Il a fallu qu'on la laisse rentrer. Il a fallu des complicités là-dedans. Ça, c'est signé, quoi. C'est signé. On n'entrait pas à l'hôpital comme ça. T'imagines, tu dis, bon ben voilà, je voudrais faire goûter des trucs. Non mais quoi? Bon, vraisemblablement, elle avait des complicités dans la magistrature. Et quand l'affaire des poisons a éclaté, alors à partir de là, il y a eu enquête, et puis on s'est rendu compte qu'il y en avait d'autres, et qu'il y en avait d'autres, et qu'il y en avait d'autres. Là, le roi, par l'intermédiaire de la reine, s'est rendu compte qu'il y avait des affaires affreuses là-dessous, affreuses. Et que vraiment, il y avait des empoisonneurs de tous les coins. Et là, le roi a dit, on va faire une... On peut pas, le Parlement disait, bon, Majesté, on va juger. Non, le roi a dit, non, vous là, non. Il veut pas. Non, vous, non. On va trier des juges sur le volet, et avec la reine, ils ont choisi les juges qui considéraient de la plus grande probité pour faire un tribunal exceptionnel qui s'est appelé la Chambre ardente, parce que je crois qu'il y avait des rideaux rouges, donc ils appelaient ça la Chambre ardente, qui siégeait à huis clos, donc il n'y avait que la reine qui pouvait à la fois siéger à la Chambre ardente et raconter ensuite ce qui se passait en l'occurrence au roi, et à son journal. J'ai lu le journal en question, c'est là que j'ai retrouvé dans ses notes, parce que, enfin bon, je mets la charrue avant les bœufs, je le raconte au fur et à mesure. Donc au fur et à mesure que la Chambre ardente travaillait, il découvrait des choses de plus en plus horribles, de plus en plus. Et les arrestations en amenaient d'autres, jusqu'à ce qu'on arrive à des affaires de sacrifice d'enfants. C'est-à-dire que tu as de l'authentique satanisme, c'est-à-dire que des gens qui voulaient obtenir... Alors, je te dis, tu veux obtenir un héritage, bon, tu tues le mari, tu tues le père, bon. Mais tu veux obtenir l'amour de quelqu'un, il va falloir que tu vendes ton âme au diable. Ça veut dire quoi, vendre son âme au diable? C'est quoi? C'est faire quelque chose d'absolument interdit, d'absolument affreux, qui est contre ta conscience, qui est contre ton élan naturel, et que, en sacrifice c'est un sacrifice que tu acceptes de faire de tes valeurs, c'est-à-dire tu passes des valeurs de bonté, des valeurs divines, vers les valeurs du diable, et là, le diable te récompensera. Et c'est ça la sorcellerie, c'est ça le satanisme. C'est-à-dire, tu n'aimes pas ça, mais tu vas en manger. Tu aimes ton voisin, mais tu vas le zigouiller. Tu vois, le satanisme, c'est de... Et plus les gens font des crimes atroces, et plus ils ont une chance d'être exaucés dans cette espèce de folie qu'on appelle le satanisme. Et le crime des crimes, c'est le sacrifice de bébés. Et ils enlevaient des bébés et ils les tuaient. Et ils les tuaient. Ah!
Et un jour, le roi s'est rendu compte, c'est pas le roi, c'est le lieutenant de police, la reine, s'est rendu compte que la maîtresse, la favorite du roi, sacrifiait les bébés. Et pour sacrifier les bébés, il faut en trouver. Elle n'a pas sacrifié les siens, donc il faut les enlever. Et puis là, la reine s'est dit, mais les affaires là, les affaires d'enlèvement d'enfants là, qu'on m'avait dit, et que j'ai dénoncé en disant j'interdis les faux bruits, etc. Il s'est rendu compte que c'était vrai. Il y avait des gens qui enlevaient des enfants et en fait ils ont mis, pour pas dire à jour, ils ont commencé à percevoir qu'il y avait du satanisme dans le cœur de la justice et de l'État. Et là c'est l'horreur. C'est l'horreur. Quand Louis XIV avait lancé la chambre de justice, pas la chambre de justice, la chambre ardente, il a dit, il n'y aura pas de passe-droit, il faut que la justice passe. Il faut que la justice passe. Il n'y aura pas de gens suffisamment élevés pour qu'ils échappent au châtiment qui sera le leur. Et quand il a compris ce que c'était, il a dit, on arrête. On arrête. On ne peut pas faire savoir ça au monde. Donc il a préféré se taire. Il a préféré se taire plutôt que de faire savoir à l'Europe entière que la femme qu'il avait aimée, couverte d'or, de diamants, de perles et de bijoux, de toutes sortes, enfin, c'était la merveille des merveilles, sa maîtresse. En plus de ça, c'était un grand amoureux, Louis XIV. C'était vraiment un homme qui a aimé les femmes. Il a vraiment, vraiment aimé les femmes qu'il a aimées. C'était pas des passades, c'est pas comme Napoléon, la paf, paf. À la chaîne, hein. C'était vraiment un grand amoureux. Il avait aimé passionnément Madame de Montespan et il a compris qu'elle avait tué des bébés sur son ventre pour obtenir des filtres et qu'elle lui avait mis des poudres, des machins. Louis XIV, il avait des maladies insensées, puis après un jour il a dû se rendre compte qu'on avait dû lui faire avaler de la bave de crapaud, des machins, enfin, tu vois, il s'est fini par se rendre malade, et surtout qu'elle avait commis le crime des crimes, l'abomination des abominations, c'est-à-dire le sacrifice humain, le sacrifice de bébé. Et c'est comme ça que les affaires se sont arrêtées. Et moi, l'hypothèse, que j'aimais, c'est une hypothèse, c'est pas une thèse, c'est pas une affirmation, c'est une hypothèse. Pourquoi est-ce que ces affaires ont éclaté à ce moment-là? C'est parce qu'à partir du moment où on a arrêté de chasser les sorcières dans des procès de folie, le vrai satanisme est apparu. C'est-à-dire dès le XVIIe siècle. Bah oui. Il est apparu à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il est probable, il n'a pas été inventé à ce moment-là, le satanisme. Hein. Donc l'hypothèse que j'aimais, c'est qu'il y avait d'authentiques effectivement faits de sorcellerie et qu'on chassait les sorcières pour les cacher. Parce qu'au moment, d'ailleurs on le voit bien dans les affaires actuelles où on essaie de dénoncer des atteintes aux enfants, il y a des leurres qui sont créées. Ah bah regardez là, ça c'est n'importe quoi, vous voyez bien, là c'est n'importe quoi. Bien sûr, ouais. Tu vois, moi je reviens à d'autres affaires d'enlèvement d'enfants dans lesquelles il n'y a pas de satanisme, c'est les affaires d'enlèvement d'enfants dont j'ai parlé dans mon livre La Marche Rouge. En 1750, il y a des enfants, la police commence à enlever des enfants dans la rue. Bon, c'est une histoire compliquée. Il n'y a pas a priori d'affaires de satanisme. Il y en avait peut-être, mais en tout cas, j'en ai pas trouvé, j'en ai pas cherché. Mais qu'est-ce qui se passe au moment où on enlève ces enfants? Un bruit circule dans Paris qu'un prince lépreux se fait livrer les enfants pour les saigner des cas de veine pour pouvoir se prendre des bains de sang. Qui c'est qui va croire une connerie pareille? Alors, à quoi ça sert de raconter des histoires comme ça? Ça sert à dire, vous voyez, ils croient qu'on enlève des enfants et ils disent n'importe quoi. Alors on démontre par A plus B. Vous le connaissez, le prince lépreux? Non, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu vois? Donc on raconte une histoire invraisemblable, après on démontre qu'elle est invraisemblable, mais circulaire, il n'y a rien à voir, on continue d'enlever les enfants pendant ce temps-là. Tu comprends? Ouais. Donc c'est une hypothèse, c'est que les procès en sorcellerie auront caché, pendant cette période-là, qui est vraiment une période noire, c'est vraiment une période noire, ont caché d'authentiques faits de sorcellerie et de satanisme, et que ce satanisme est apparu aux yeux du roi et de son fidèle Nicolas de la Reynie au moment où ils ont arrêté de chasser les innocentes. Et donc lui, quand il découvre ça, en fait, Louis XIV, donc c'est l'horreur. C'est l'horreur. Donc sa réaction, c'est de cacher, de pas. Ah mais on peut pas. On peut surtout pas faire. On peut pas faire savoir à l'Europe qu'il y a une sorcière qui couche avec le roi quand même. Ouais. Non mais attends, imagine. Ça la fout mal, on va dire. C'est pas que elle. Ouais. C'est pas que elle. C'est au cœur de l'État, c'est au cœur de la justice. C'est effroyable. Et lui, Louis XIV, tu disais, donc il a cette idée qu'il a été empoisonné, donc qu'il a eu on lui a fait des sorts, quoi, on lui a jeté des... Oh bon, on a dû lui faire bouffer des trucs, des trucs dégueulasses, des filtres abominables et tout.
Ouais. Il n'y avait pas des goûteurs, c'est parce qu'on me pose aussi la question. Non, j'ai pas connaissance de ça. Il n'y avait pas des gens qui goûtaient pour être sûr, non? Non, je pense. Non, c'est une légende, enfin, on sait Non, pas. j'ai pas connaissance de ça. Non, puis il a pas dû en manger tous les jours non plus, mais voilà l'histoire de. C'est horrible, hein, l'histoire des poisons. Bah, oui. Alors je vais te raconter la suite qui est très intéressante aussi, parce que comment on réussit à faire l'histoire. Le roi, quand Larénie est mort, et quand Colbert est mort, et quand Larénie est mort, il a fait venir son ministre de la Justice, je crois que c'était Pontchartrain, et il lui a demandé d'apporter dans la salle du conseil, pas dans la salle de conseil, dans son bureau à lui, dans son bureau personnel, une grosse mallette de cuir dans laquelle il y avait tous les actes des procès de la Chambre ardente. C'est-à-dire les témoignages écrits de toutes ces horreurs-là. Et quand les autres ont été morts, il a fait venir la cassette dans son cabinet privé. Il a fait allumer un grand feu dans la cheminée et feuille par feuille, il a tout brûlé. Tout, clac, l'une après l'autre. Il attendait que la feuille soit entièrement consumée pour mettre la suivante. Comme ça, pour être sûr qu'il ne reste rien. Pour ensevelir définitivement la mémoire de ces abominations, tu vois, susceptibles de jeter une ombre abominable sur son règne. Il était vraiment secoué. Bon, donc c'est fini, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Bon, ok. Sauf que, après la Révolution, il y a des gens qui ont trouvé, je ne sais pas à quel moment ça s'est fait, mais dans les archives personnelles de Larénie, tous ces brouillons, tout y est. Donc tout ce qu'il avait brûlé, en fait, en double, quoi. Ben oui, en double. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y siégeait, Larénie, et alors en plus de ça, il y a des choses qu'il faut savoir. Pendant que la Chambre ardente siégeait, il y a Madame de Sévigné qui racontait à tout le monde ce qui se passait. Mais comment elle le savait? Il y avait des fuites. Il avait trié sur le volet les juges les plus intègres, et ça se racontait à la cour comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il pouvait faire confiance à personne. Absolument à personne. Mais qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs avec Madame de Montespan? Il la renvoie, il lui dit... Oui, oh, il y a une scène épouvantable. Ouais, il lui dit, c'est fini. Il y a une scène épouvantable. Et il n'a pas pu la chasser, donc il l'a reléguée. Ah, l'édredon, politique de l'édredon, c'est que... Il lui a plus jamais adressé la parole. Ah, c'est ça, il l'ignore. Et elle a... Et elle comprend pas ou elle comprend... Alors elle a nié. Elle dit, je sais pas ce qu'il a. J'ai rien fait, moi. Moi, tuer des bébés, non. Non. C'est atroce, hein. C'est atroce. Et après, on dit, ouais, il est devenu bigot. Ben, peut-être, ouais, aussi. Hein. Peut-être eu un peu des... Oui, on l'a accusé d'être devenu bigot sur la fin de sa vie, lui. Ben, ouais, d'abord, c'était pas la fin de sa vie, c'était bien avant, parce que il est mort en 14. Hein. Oui. Et cette affaire-là, c'est 82. Ça laisse de la marge. Hein. Ça laisse de la marge. Il a vécu longtemps aussi. Mais il a vécu longtemps, et surtout, il a épousé une dame qui avait d'ailleurs élevé la personne, Françoise d'Aubigné, qui était veuve Scarron, qui est devenue Madame de Maintenon, et qui est devenue la femme du roi. Il l'a épousée. Elle lui avait élevé les enfants qu'il avait eus avec Madame de Montespan. Madame de Montespan, il lui faisait des gosses comme ça, elle les faisait, et puis hop, elle les refilait à Madame de Maintenon. Ouais. Et c'est elle qui les a élevés, elle les a élevés très très bien, elle les a élevés avec amour, avec beaucoup d'attention, c'était vraiment, elle aimait ces enfants-là, et le roi est tombé amoureux de la nourrice de ses gamins. Il l'a épousée, et il l'a épousée. Il l'a épousée, et il est mort, pour pas dire dans ses bras, mais elle l'a jamais quitté. Et elle a été la compagne de 30 ans, quoi. Ouais, quand même. Ouais. Hein, 30 ans jusqu'à 78 ans. Et je crois que son retournement, ça a été cette découverte abominable. Et s'il n'avait pas interdit la chasse aux sorcières, ça ne se serait pas révélé, je crois. Enfin, c'est mon hypothèse. C'est le fait que la chasse aux sorcières s'est arrêtée qui a fait révéler ces choses-là. Donc moi je ne peux pas m'empêcher de faire un lien. Mais je dis c'est une simple hypothèse, mais elle vaut ce qu'elle vaut. À mon avis, c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Et on sent vraiment que les juges ne sont pas fiables. Voilà, alors je ne veux pas accuser tous les juges, parce qu'il y avait des gens très très bien parmi les magistrats, il y a eu des gens étonnamment bien, il y a eu vraiment des grands esprits et des grands juges, mais on a quand même l'impression toujours que dans ce pouvoir de juger et d'envoyer à la mort
c'est semblable. Il y a des gens qui sont là et qui sont pas propres, quoi. Et ça continue avec Louis XV ou ça s'arrête, hein, il y a moins... J'ai pas eu vent. T'as pas eu vent après? Non, j'ai Ouais. pas. Alors après, les affaires de pédophilie, bah, ça clairement. qu'on dit. Les affaires... Attends, coucher avec des gosses ou les sacrifier, je sais bien qu'il n'y a pas des kilomètres, mais c'est quand même pas la même chose. On n'a jamais accusé Louis XV d'avoir sacrifié des enfants. Du tout. Hein. Il n'est pas question de ça. Oui, d'accord. pas question de Parce ça. qu'on me dit, oui, Louis XV, la bête du Gévaudan, je ne sais pas. Non, Alors la bête du Gévaudan, oui, effectivement. C'est quoi, alors, La bête du Gévaudan, je crois que c'est en 1763, à quelque chose près, c'est ça.